Voici notre condensé sur le chapitre d'introduction du manuel de secourisme en milieu de travail. Ce chapitre fondamental démystifie votre rôle sur le terrain en vous donnant la structure exacte pour intervenir efficacement et les clés pour prévenir les accidents avant qu'ils ne surviennent. Alors, premièrement, parlons de l'approche par, vous savez, les signes et symptômes. Le manuel utilise des protocoles vraiment super clairs qui sont basés sur la simple observation. Donc pas de panique, le but c'est pas du tout de jouer au médecin ou de poser un diagnostic hyper complexe. Non, on veut juste repérer les signaux de détresse pour appliquer tout de suite la bonne intervention. Et puis, deuxièmement, cette fameuse capacité d'observation fait de vous le tout premier maillon de la chaîne. Concrètement, vous êtes le point de départ critique de ce qu'on appelle la chaîne préhospitalière. C'est cette étape cruciale juste avant que l'ambulance n'arrive. Et là, votre action immédiate, c'est-à-dire alerter les urgences très vite et stabiliser la victime, c'est littéralement ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Finalement, n'oublions surtout pas le pouvoir de la prévention. Parce que, on va se le dire, la meilleure urgence, c'est clairement celle qui n'arrive jamais, pas vrai ? La démarche est toute simple. Il suffit d'identifier, de corriger et de contrôler les risques. Pour repérer ces dangers directs à la source, mémorisez juste ce petit aide-mémoire super pratique. L'acronyme ITEM, ça donne individu, tâche, environnement et matériel. En somme, agir comme secouriste exige de combiner une méthode d'intervention précise à une prévention de tous les instants. Pour maîtriser pleinement ces concepts, restez à l'écoute, car notre épisode complet sur ce sujet débute à l'instant même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. On va se le dire d'emblée, Oui, s'asseoir un samedi matin avec un bon café pour lire la 9e édition du manuel officiel de la CNSST. ah oui, Le fameux manuel Secourisme en milieu de travail, c'est pas généralement le premier choix de lecture de quiconque pour se détendre. c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est pas exactement un roman d'espionnage. Exactement. Et pourtant, en plongeant dans ce document, particulièrement dans son chapitre d'introduction, on y découvre une vision de la sécurité qui est loin d'être aussi bureaucratique qu'elle en a l'air. Mhm. Juste avant de commencer, il est important de préciser une petite chose pour l'auditoire. Notre rôle aujourd'hui, c'est absolument pas de valider ces normes, ni de prendre une quelconque position politique ou syndicale sur la gestion de la santé et sécurité. Non, pas du tout. On est simplement ici pour rapporter et décortiquer de façon complètement impartiale ce que la CNSST avance dans ce texte. Tout à fait. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de démontrer à ceux qui nous écoutent, qui connaissent probablement déjà bien les rouages de la gestion d'entreprise, que ce manuel propose en fait un véritable changement de paradigme. Un gros changement, ouais. L'introduction de ce manuel, elle se contente pas de lister comment faire un bandage compressif ou comment utiliser un défibrillateur. Elle pose vraiment les bases d'une philosophie systémique. D'accord. Décortiquons tout cela. Parce que ceux qui naviguent dans le milieu de la santé-sécurité, ils connaissent très bien l'image classique du secouriste. Le fameux héros. Voilà. L'adrénaline, la réaction immédiate face à un drame sanglant, l'intervention d'urgence. Ouais. Mais dès les toutes premières pages, le manuel vient complètement casser cette image de héros réactif pour installer celle d'un stratège proactif. Et c'est une distinction cruciale. Le texte installe le secouriste non pas comme un médecin improvisé qui va sauver la situation à lui tout seul, mais comme une sentinelle. Une sentinelle intégrée à un système. Exactement. Un système beaucoup plus vaste. D'ailleurs, le manuel limite volontairement le champ d'action clinique du secouriste. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent l'approche par signes et symptômes, c'est bien ça? C'est ça. C'est vraiment le cœur de la philosophie d'intervention dont on parle. Le manuel est catégorique là-dessus. Le rôle du secouriste, c'est pas, et ça ne doit jamais être, de poser un diagnostic médical. Jamais. Jamais. On laisse ça aux professionnels de la santé. L'approche demande plutôt aux secouristes de faire une observation purement factuelle. Donc concrètement, au lieu d'essayer de deviner si un collègue est en train de faire un infarctus du myocarde ou je sais pas, une crise d'angoisse sévère, le secouriste se limite à noter des faits. Oui, Genre, la personne a le teint pâle, sa respiration est saccadée, elle se plaint d'une douleur au bras. C'est ça l'idée. c'est exactement ça. Il s'agit de lire les signaux d'alarme du corps sans jamais présumer de la cause médicale sous-jacente. C'est brillant quand on y pense. Ah oui, il y a une véritable sagesse systémique là-dedans. En encadrant très strictement ce que la personne sur le terrain doit faire, on évite des erreurs de jugement qui pourraient être graves. Bah oui. Parce qu'on s'entend, il faut se rappeler de la formation de base en secourisme au milieu de travail, ça dure 16 heures. 16 heures, oui. 16 heures, pause incluse. C'est suffisant pour acquérir des séquences d'intervention structurées,
maîtriser la réanimation cardio-respiratoire. Mais bon, c'est pas 8 ans d'études en médecine. Non, évidemment. Et le système est conçu en sachant cela. Mais le manuel précise quand même qu'il y a des exceptions à cette fameuse règle des 16 heures, non? Tout à fait. Des environnements un peu extrêmes où on ne peut pas juste se contenter de la base. Oui, le texte prend la peine de souligner que certaines réalités industrielles dépassent largement ce cadre de base. Si on parle par exemple d'une exposition potentielle au cyanure Ouf, ouais. ou de l'administration d'oxygène supplémentaire dans des environnements confinés, ou encore des accidents de plongée sous-marine professionnels. Ce qui est très spécifique. Très spécifique. Et là, le manuel exige formellement une formation complémentaire. On ne s'improvise pas expert en toxicologie après 16 heures de cours. Non, ce serait même dangereux. Totalement. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre concept fascinant de cette introduction. Le manuel situe cette formation de 16 heures au sein de ce qu'il nomme, la chaîne d'intervention préhospitalière. Ce qui est fascinant ici, c'est que le secouriste, il est défini comme le premier intervenant, Le tout premier. le tout premier maillon de la chaîne. Et son importance est capitale. Pas parce qu'il va opérer un miracle sur place. Mais parce qu'il est le déclencheur temporel du système, c'est ça? Exactement. C'est vrai que si la personne sur le plancher ne fait rien, La chaîne est brisée. elle est brisée avant même d'avoir commencé. S'il n'agit pas rapidement, le centre d'appel 911 n'est pas contacté. Mhm. Les premiers répondants, comme les pompiers, ne sont pas mobilisés. Et les techniciens ambulanciers et paramédics n'arrivent tout simplement jamais. Jamais. Donc la philosophie entière repose sur la réduction des délais. Absolument. Le premier intervenant stabilise, il empêche l'aggravation de la situation de la victime et surtout, il passe le relais. L'efficacité de tout le système préhospitalier dépend entièrement de la lucidité de cet acteur-là sur les lieux de l'accident. C'est fou. Et c'est d'ici que ça devient vraiment intéressant. Oui, Parce que juste après avoir établi cette très lourde responsabilité en situation d'urgence, l'introduction opère un basculement complet. Mhm. Un virage vers la prévention. Un virage total vers la prévention. Il y a cette phrase dans le texte qui est assez percutante. En gros, ça dit que la prévention restera toujours le moyen le moins coûteux de conserver un milieu de travail sain. Le manuel affirme très clairement que la meilleure intervention de secourisme, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. C'est ça. On sort de la gestion de l'urgence pure pour entrer dans la gestion des risques purs et durs. Et là, il introduit la fameuse boucle de prise en charge ITC. Identifier, corriger, contrôler. C'est un grand classique en santé et sécurité. Un pilier, oui. Mais attardons-nous sur la première étape, l'identification. Le manuel, il dit pas juste « ouvrez l'œil et regardez autour ». Il propose une véritable méthodologie d'enquête. En effet, on ne se fie pas seulement à l'instinct. Le texte suggère d'utiliser une multitude de moyens croisés. Comme quoi? Par exemple, faire des inspections périodiques, mais aussi analyser minutieusement le registre d'accidents et de premiers secours pour y trouver des tendances cachées. Ah, les fameux registres. Oui, et surtout, écouter les plaintes et les suggestions des travailleurs directement sur le terrain. Ce qui nous amène à la cartographie des dangers. Le manuel répertorie 6 types de risques officiels. Oui, 6 grandes catégories. Évidemment, on a les risques classiques de la sécurité industrielle. Les machines en mouvement, le travail en hauteur, ce genre de choses. Les risques de sécurité. Voilà. Ensuite, on a les risques physiques, comme le bruit extrême des compresseurs ou l'électricité. Les risques chimiques, avec les solvants, les vapeurs toxiques, et les risques biologiques, les virus, les bactéries, ce qui résonne particulièrement bien depuis quelques années, on ne va pas se le cacher. C'est sûr. Mais ça, ce sont les dangers évidents. Ceux qui viennent immédiatement à l'esprit quand on imagine un accident de travail classique. Ouais, l'image d'Épinal de l'usine. C'est ça. Mais l'évolution remarquable de ce manuel de la CNSST, c'est l'inclusion de 2 autres catégories au même niveau d'importance. C'est là que ça devient novateur. D'abord, les risques ergonomiques. Hmm. Donc les postures statiques prolongées, les mouvements répétitifs, l'effort excessif. Ce qui cause les fameux troubles musculo-squelettiques qui vident littéralement les planchers de production. Exactement. Et la deuxième catégorie ajoutée, qui est sans doute le point le plus significatif du texte à mon avis, les risques psychosociaux. Oui, ça c'est frappant. Le manuel cite explicitement des éléments comme le harcèlement, la violence, l'ambiguïté des rôles, la surcharge de travail et même le manque de respect en milieu de travail. C'est quand même majeur de voir ça imprimé noir sur blanc dans un manuel de secourisme de base. Oui, tout à fait. Ça veut dire que la définition d'un milieu de travail dangereux, ça se limite plus du tout à un fil électrique dénudé ou à un chariot élévateur mal conduit. Non. L'intégration de ces éléments démontre que la détresse psychologique est désormais reconnue comme une menace systémique.
au même titre que le reste. Au même titre, elle est tout aussi dommageable qu'une blessure physique grave. Bon, c'est beau en théorie tout ça, mais soyons l'avocat du diable une petite seconde. Allez-y. Sur le plancher, un mardi matin. La production est en retard, tout le monde court dans tous les sens. Comment on rend cette belle théorie applicable? Est-ce que cette boucle d'identification, ça risque pas de devenir juste une autre paperasse bureaucratique qui va être ignorée par tout le monde? C'est un risque très réel. Et c'est justement pour ça que le manuel ne laisse pas les travailleurs démunis face à cette théorie complexe. Il recommande un outil d'une simplicité redoutable. C'est un acronyme. Ah oui, ITEM, ITEM. c'est comme une liste de vérification de pilotes d'avion juste avant le décollage. Exactement. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cet acronyme, c'est une gymnastique mentale qui est conçue pour systématiser la prudence. Et contrer la précipitation. Voilà. Décortiquons-le avec un exemple bien concret pour que ce soit clair. Imaginons une travailleuse de maintenance, disons dans une usine d'embouteillage, d'accord? D'accord. Elle doit aller décoincer une palette dans une nouvelle emballeuse automatisée. Comment elle applique le ATM à ce moment précis? Parfait. Alors, la première lettre, c'est le I pour individu. Individu. Avant même de toucher à la machine, elle doit se poser des questions sur elle-même ou sur la personne qui fait le travail. Suis-je formée pour intervenir sur ce nouveau modèle d'emballeuse? Suis-je fatiguée aujourd'hui? Suis-je en pleine possession de mes moyens physiques et mentaux pour faire cette intervention délicate? D'accord. Ensuite, le T pour tâche. C'est ça. La tâche est-elle nouvelle ou occasionnelle? Le manuel rappelle d'ailleurs que beaucoup d'accidents surviennent lors de procédures non routinières. Comme justement décoincer une machine au lieu de simplement l'opérer normalement. Exactement. Elle doit se demander, OK, est-ce que les procédures de cadenassage spécifiques à cette tâche précise sont connues et maîtrisées? Logique. Ensuite, on a le E pour environnement. Là, elle regarde autour d'elle. L'espace de travail est-il dégagé ou est-il encombré par d'autres palettes qui pourraient la faire trébucher? Y a-t-il un bruit ambiant excessif? Oui, un bruit qui l'empêcherait d'entendre une alarme de remise en marche, par exemple. L'éclairage est-il suffisant pour voir le mécanisme bloqué sans mettre ses mains à l'aveugle? C'est très complet. Et finalement, le M pour matériel. A-t-elle les bons outils pour faire le travail en toute sécurité? Ces outils sont-ils en bon état? Et la protection? A-t-elle l'équipement de protection adéquat pour cette intervention précise? Cette méthode ITEM, elle se fait en quelques secondes à peine dans la tête, mais elle empêche l'erreur humaine par omission. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie une fois que le risque est bien identifié? Parce que si notre travailleuse de maintenance, elle réalise que la zone n'est pas éclairée et qu'il lui manque un outil très spécialisé, on entre dans la deuxième phase de la boucle. Oui, l'étape corrigée. Corriger. Et c'est là que le manuel dicte une approche très, très stricte. On ne corrige pas n'importe comment. Il y a une hiérarchie absolue des solutions à respecter. Et c'est là que ça frotte un peu avec la réalité financière des entreprises, non? Ah oui, souvent. Parce que le sommet de cette hiérarchie, l'objectif ultime, c'est l'élimination à la source. Si la machine bloque constamment et met les gens en danger, la solution numéro 1, selon la CNSST, c'est de changer la machine. Ou de modifier fondamentalement le procédé d'emballage pour que le danger disparaisse complètement. Ce qui coûte une fortune. Oui, l'élimination totale, c'est le Graal de la prévention. Mais le manuel est réaliste. Si c'est techniquement ou financièrement impossible dans les médias, la hiérarchie nous oblige à descendre d'un échelon. Vers le remplacement. Le remplacement, oui. Par exemple, si on utilise un produit chimique hautement toxique pour nettoyer cette fameuse emballeuse, On le remplace par un produit moins nocif, comme un nettoyant à base d'eau. c'est l'idée. Mais si on ne peut toujours pas remplacer, on descend encore d'un cran, au contrôle technique. Là, on parle d'installer des protecteurs physiques inamovibles sur les engrenages, ou des systèmes de ventilation puissants pour aspirer les vapeurs. Donc on agit sur la machine et l'environnement, pas encore sur l'humain. Exactement. Ensuite, si ça ne suffit pas, vient la sensibilisation. Mettre des gyrophares, des alarmes sonores, des lignes jaunes peintes au sol pour délimiter la zone. Oui. Et puis les mesures administratives, c'est-à-dire établir des procédures de travail plus strictes, faire de la rotation de personnel pour limiter le temps d'exposition au danger, augmenter la formation. Et finalement, et c'est là que ça devient intéressant, au tout bas de l'échelle, En dernier recours absolu. en dernier recours, on retrouve les équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Oui. Faisons une pause là-dessus, parce que c'est un point de tension majeur en industrie. Honnêtement, acheter une paire de lunettes de sécurité et des gants, ça coûte quelques dollars. C'est rapide et pas cher. Remplacer une machine ou revoir toute la ventilation de l'usine, ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars.
Sur le terrain, on voit très souvent les entreprises sauter directement à l'équipement de protection. C'est une réalité très fréquente, mais le manuel de la CNST est sans équivoque là-dessus. C'est une erreur fondamentale de gestion des risques. C'est fort comme affirmation. Penser que mettre des gants est la première solution à un problème de sécurité, c'est avouer l'échec de la prévention en amont. Waouh! L'équipement de protection individuelle ne fait qu'atténuer la conséquence si le danger frappe. Il n'empêche absolument pas le danger d'exister, c'est vraiment la toute dernière ligne de défense. C'est un changement de mentalité hyper important. Donc, une fois qu'on a identifié avec la méthode ITM, qu'on a corrigé en suivant cette hiérarchie très stricte, disons qu'on a fini par installer un nouveau protecteur physique sur la machine. Oui, Il reste la dernière étape de la boucle. Contrôler. le contrôle est essentiel. Parce qu'une solution mise en place un lundi matin, elle doit être tout aussi efficace 6 mois plus tard. C'est pas gagné d'avance. Non, et le manuel énumère d'ailleurs 10 moyens de contrôle très intéressants pour s'en assurer de façon permanente. Oui, Gérard Artet, il se limite pas à dire garder l'œil ouvert. Il parle d'information, de formation d'appoint continu, de faire des inspections régulières et documentées. Il mentionne aussi l'entretien préventif des équipements. Ça semble banal, dit comme ça, mais changer une pièce avant qu'elle ne casse, c'est du contrôle pur. C'est proactif. Et plus impressionnant encore, l'introduction inclut carrément les politiques d'achat. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a fasciné en lisant le texte. L'idée, c'est que si tu as un super programme de prévention à l'interne, mais que ton département des achats achète les outils les moins chers, de mauvaise qualité, ou des solvants bas de gamme sans même regarder la fiche de données de sécurité, Tu réintroduis le danger par la porte d'en arrière. c'est ça. C'est un cercle vicieux. Absolument. Et c'est la même chose avec la politique de sous-traitance. C'est un autre moyen de contrôle listé dans le manuel. Comment ça fonctionne, ça ? Si tu engages des sous-traitants pour faire l'entretien de ton toit, par exemple, et qu'ils ne respectent pas les normes de sécurité de ton entreprise, tu perds le contrôle de ton propre environnement de travail. Tu importes le risque de l'extérieur. Exactement. Le manuel parle aussi d'évaluation du milieu de travail, de surveillance de la santé des travailleurs. C'est un filet de prévention qui est tissé très très serré. Alors si on récapitule les grandes leçons de cette exploration, c'est assez frappant de voir l'évolution du concept. Ce manuel y démontre hors de tout doute que le secouriste en milieu de travail n'est plus du tout perçu comme la personne qui se contente de mettre des pansements. Non, c'est un acteur systémique à part entière. En maîtrisant l'approche signes et symptômes, il intervient avec sang-froid, sans présumer d'un diagnostic. En comprenant son rôle de premier intervenant, il optimise la chaîne préhospitalière pour gagner de précieuses minutes, qui peuvent sauver une vie. Et surtout, en intégrant cette fameuse boucle identifier, corriger, contrôler dans son quotidien, aidé par la méthode ITIM, il a vraiment le pouvoir de repérer les failles avant même que l'accident ne survienne. Cela soulève une question importante par contre, et peut-être même une réflexion un peu provocatrice pour clore notre analyse aujourd'hui. Oh, je vous écoute. Nous avons longuement parlé de la méthode ITIM, individu, tâche, environnement, matériel, et de la hiérarchie stricte des contrôles axée sur l'élimination à la source pour prévenir tous ces risques. Oui, c'est le grand modèle théorique qu'on a vu. Or, il faut se rappeler que ce manuel de la CNST a été conçu historiquement pour des milieux de travail physiques, des usines, des bureaux, des chantiers, des lieux contrôlés de A à Z par l'employeur. C'est vrai. Mais avec l'explosion du télétravail à temps plein ces dernières années, on se retrouve face à un paradoxe massif. Ah, je vois où on s'en va. Si l'environnement du travailleur, c'est en réalité le salon ou le sous-sol de l'employé, et que le matériel inclut sa propre connexion Internet ou son propre mobilier d'appoint acheté au rabais, comment une organisation peut-elle légalement et surtout concrètement appliquer cette boucle de prévention ? C'est un casse-tête juridique et logistique. Totalement. Comment un employeur peut-il identifier, corriger et contrôler un environnement sur lequel il n'y a aucune autorité physique, tout en restant légalement responsable de la santé et sécurité de son travailleur ? C'est la grande question. Est-ce que la philosophie systémique de ce manuel peut réellement survivre à l'ère du travail à distance ? Ou est-ce qu'on est en train de créer un angle mort monumental dans la prévention des risques, particulièrement pour les risques ergonomiques et psychosociaux ? C'est le grand défi des prochaines années. C'est une excellente piste de réflexion qui remet beaucoup de choses en perspective, surtout pour les gestionnaires qui doivent appliquer ces normes aujourd'hui sur le terrain ou à distance. Un immense merci à l'auditoire d'avoir suivi cette exploration approfondie de ce chapitre d'introduction. Merci. L'invitation est lancée à quiconque nous écoute de continuer à observer son propre milieu de travail à travers ces nouvelles lunettes préventives, de questionner les évidences et bien sûr de garder cette curiosité intacte pour la prochaine analyse. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement.
Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.